Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième et dernier atelier focus de la matinée. Comme pour les deux précédents, sachez que vous avez à votre disposition un chat qui vous permet d'interagir entre vous et de poser vos questions. Nous ne pourrons malheureusement pas y répondre en direct, mais notre modérateur pourra le faire ou bien nous les transmettra et vous recevrez une réponse juste après l'atelier. Notre objectif lors des 45 prochaines minutes, c'est de comprendre pourquoi le climat devient un enjeu stratégique pour votre entreprise et surtout comment transformer une nécessité d'investir en opportunité. La transition écologique et énergétique représente-t-elle un coût, voire une dette, ou bien un investissement vaste programme? Pour cela, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Laetitia Fable, responsable développement durable du groupe Veralia. Bonjour Laetitia. Bonjour Clotilde. Yves Noireau, directeur général des fonderies de Soublan. Bonjour Yves. Bonjour Clotilde. Et enfin, Alan Fustek, président fondateur de Goodwill Management. Bonjour Alan. Bonjour Clotilde. Alors, au-delà de l'engagement personnel d'un dirigeant face à la réalité scientifique du dérèglement climatique, qui appartient à chacun, je dirais, la nécessité d'une transition verte peut également être un enjeu de compétitivité, voire de pérennité de l'entreprise. Yves, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela a été pour le cas pour les fonderies de Soublan dont vous êtes le directeur général? Alors, merci Clotilde, bonjour à toutes et à tous. Alors, les fonderies de Soublan, c'est une fonderie, comme son nom l'indique, et on a la particularité d'avoir bientôt 5 siècles, et nous sommes à la fois entreprise du patrimoine vivant et vitrine industrie du futur. Alors, pourquoi on n'a pas fait la chasse au label, mais tout simplement parce qu'on a pivoté il y a quelques années pour faire quoi? Eh bien, pour faire de l'innovation, mais pas n'importe laquelle, de l'innovation verte. Alors, c'est quoi l'innovation verte pour nous? En fait, une fonderie, c'est pas forcément une industrie où les jeunes vont se tourner, ou notamment pour les marchés de masse, ces marchés vont partir, et sont d'ailleurs partis depuis de nombreuses années à l'étranger. Une issue, l'innovation. Faire différent, être avant tout offreur de solutions avant d'être manufacturier. Et comme nous avons la chance de produire, de fondre des métaux, eh bien on peut très bien réutiliser les métaux usagés qui sont notamment en place dans des chaudières. Et c'est ce qui s'est passé dans notre modèle économique qui a évolué maintenant il y a 6 ans. Premier objectif, améliorer nos conditions de travail et améliorer notre outil de production. Un premier pas d'ailleurs avec BPI, puisque grâce à un prêt vert, on a pu améliorer à la fois nos outils et à la fois les conditions de travail. Et puis, un prêt régional à l'innovation nous a permis d'inventer un barreau qui va dans les chaudières biomasse. Ce barreau, aujourd'hui, il est breveté. Des chaudières biomasse, il y en a 4500 en Europe, 4500 en Europe du Nord. Donc, vous voyez, l'innovation et l'innovation en travaillant dans le recyclage, l'économie circulaire. D'ailleurs, à ce titre, un point qui est important pour nous, en fait, les matières premières issues de la production minière aujourd'hui ne représentent que 10% de nos besoins en production. Donc vous voyez qu'on est une fonderie, mais tout en étant une fonderie, on estime que nous sommes particulièrement vertueux et nous sommes dans cette dynamique, dans ce mouvement, depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Objectif, trouver des solutions pour nos clients qui vont faire qu'ils vont faire des gains en maintenance, ils vont faire des gains en productivité parce que leurs pièces vont durer plus longtemps notamment. Et puis, bien entendu, l'empreinte carbone réduite, les consommations de matières premières réduites, les diminutions en termes de maintenance et les risques d'accident réduits aussi. Bref, on apporte à nos clients aussi une démarche que l'on veut vertueuse, mais qui est avant tout aujourd'hui notre stratégie pour notre développement. Au début, c'était pour assurer notre pérennité, mais aujourd'hui, ça fait partie intégrante de notre stratégie de développement. On a aujourd'hui non plus une mission, c'est-à-dire que notre objectif, c'est pas d'être vertueux. Notre objectif se confond avec notre stratégie, c'est-à-dire que nous avons une stratégie qui est
une stratégie d'innovation verte. Merci Yves. Autre secteur et autre taille d'entreprise, mais peut-être le même constat. Laetitia, de votre côté, est-ce que vous percevez que Verallia a été confronté à un enjeu similaire, et notamment de la part de ses clients? Tout à fait. Alors, je rappelle juste que c'est que Verallia, pour ceux qui ne seraient pas totalement bien informés. Donc, Verallia, c'est le premier producteur européen des emballages en verre. Donc, on produit chaque année environ 16 milliards de bouteilles et de pots et de cassolettes et autres. Donc, potentiellement, Verallia est chez vous du petit déjeuner jusqu'au dîner. On a pour cela 32 usines verrières dans le monde, essentiellement dans 11 pays, Europe et Amérique du Sud particulièrement. Et le chiffre d'affaires 2020, c'est 2,5 milliards d'euros et nous sommes 10 000 collaborateurs. Donc voilà. Donc bien sûr, l'engagement environnemental aujourd'hui, c'est une vraie question de pérennité pour notre industrie verrière. Premièrement, parce que l'urgence climatique nécessite aujourd'hui un virage fort et notre industrie verrière émet encore beaucoup de CO2. Donc c'est clairement pour nous un des principaux défis à relever et un défi à relever de manière très urgente. Donc la préoccupation environnementale, bien sûr, elle fait partie de l'ADN du groupe, avec un matériau vert qui est recyclable à 100% et à l'infini. Donc c'est un modèle d'économie circulaire. Et on a une raison d'être, réimaginer le verre pour construire un avenir durable, qui est complètement dans cette logique justement de préoccupation environnementale forte et vraiment de rapidité d'action. Donc on a bien senti le virage à effectuer et on est en plein dans ce virage. Donc, cette raison d'être résume notre ambition. Et bien sûr, comme vous le disiez, Clotilde, c'est une attente aussi de plus en plus forte de la part de nos clients, qui en fait cherchent des entreprises avec lesquelles travailler, qui respectent justement cette volonté de produire des emballages responsables, d'émettre de moins en moins de CO2. Et donc, ça devient un vrai critère de choix. Notre engagement environnemental devient un critère de sélection pour nos clients, qui sont eux aussi, pour la plupart, engagés dans des démarches de réduction d'émissions de CO2. Donc, c'est important. Et tout ce qu'on fait, nous, en termes de diminution d'émissions de CO2, forcément leur bénéficie aussi, vu que le packaging vert fait partie de leur bilan CO2 total. Et enfin, il y a une dernière chose, un dernier élément, c'est bien sûr les investisseurs qui souhaitent aujourd'hui investir dans des groupes responsables, forcément, avec des engagements qui sont ambitieux, des plans d'action chiffrés, des plans d'action précis et des investissements associés conséquents. Donc voilà, c'est clairement un enjeu fort. Merci. Alan, vous accompagnez de nombreuses entreprises. Est-ce que vous avez observé que c'est une tendance, cette transition qui se généralise? Oui, bonjour à tout le monde. Donc, comme Yves et puis Laetitia, je vais commencer par me présenter un petit peu. Donc, vous l'avez dit, Clotilde, je dirige le cabinet de conseil en développement durable Goodwill Management, qui est un cabinet que j'ai créé il y a 18 ans. Nous sommes une vingtaine de collaborateurs et je suis également le président du label Lucie, qui a été créé il y a 11 ans, qui est la première communauté d'entreprises RSE engagées en RSE en France. Voilà, alors ce petit rappel-là est important parce que, bien sûr, ça me donne un bon poste d'observation par rapport à ce qui se passe depuis une vingtaine d'années autour des questions de responsabilité sociétale des entreprises, autour de transition écologique ou de développement durable. Ce qu'on vient d'entendre là de la part de Yves et puis de Laetitia, c'est quelque chose qui est en ce moment dans une tendance à l'accélération très rapide. Donc si je fais un petit rappel entre guillemets historique, sur 20 ans, c'est pas très long, mais quand même. Le développement durable, il y a une vingtaine d'années, on en parlait un petit peu. Et puis, il y avait des grands groupes qui avaient des obligations de reporting dans ce domaine-là à partir de 2001. Il y a eu une loi en 2001. Mais en dehors des grands groupes, il y avait une activité autour des questions de transition écologique ou de développement durable qui était très limitée. Ça veut dire que pendant des années, dans le cadre de mon activité de consultant, ou bien dans le cadre un peu plus tard de mon activité de labellisateur, le business était pas facile parce que vendre de la RSE avant une période assez récente, c'était un petit peu compliqué. Voilà. Alors, je ne saurais absolument pas vous dire
qu'est-ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, mais on a une période qui est une période d'évolution très rapide. Alors, cette période, d'ailleurs, elle est renforcée très, très fortement, accélérée par la crise sanitaire, qui est un désastre par ailleurs. Mais notez bien que l'accélération dont je suis en train de parler, elle avait commencé avant. Alors, il est à peu près certain que ça vient progressivement d'une prise de conscience, c'est-à-dire, bien sûr, vous vous souvenez qu'il y a une dizaine d'années, il y avait des climato-sceptiques. Fort heureusement, aujourd'hui, on les entend plus trop. Voilà, et ça faisait que, assez logiquement, certains dirigeants disaient, mais finalement, si c'est pas sûr qu'il y a des problèmes environnementaux majeurs, pourquoi se créer une contrainte ou une difficulté supplémentaire alors qu'on a déjà bien d'autres chats à fouetter. Imaginez-vous démarrer une politique de développement durable en 2008 ou en 2009, en pleine crise économique. C'était vraiment pas prioritaire. Voilà. Donc, on a eu une période, donc, par voie de conséquence, qui était une période de développement très lent, comme je l'ai dit. Et puis là, depuis 2-3 ans, une accélération très forte. Et les témoignages de Yves et de Laetitia sont des témoignages que l'on entend de plus en plus. C'est-à-dire, on n'est pas dans une logique de mettre en place une démarche de transition écologique ou de développement durable parce qu'il faut faire comme tout le monde ou parce que ça fait bien. On est dans une démarche qui devient complètement intégrée à la stratégie business de l'entreprise. Et alors, je pense que sur un sujet comme celui-ci, comment dirais-je, le témoignage de Yves est un petit peu avant-gardiste, on va dire, récent, c'est-à-dire, effectivement, nous n'avons plus une démarche de développement durable ou de transition écologique, mais nous avons une stratégie qui intègre pleinement le développement durable. Effectivement, chez Veralia, ça semble être exactement la même chose. Vous voyez, ça c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que dans encore la plupart des entreprises en France en ce moment, vous avez une stratégie d'un côté et une politique de développement durable de l'autre. Voilà. Ici, on entend maintenant effectivement des entreprises qui se disent, mais il y a dans notre stratégie, de façon totalement intégrée, toutes les questions d'exigence sociale et environnementale. Et donc, on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus tard pendant cette table ronde, mais on verra effectivement que, j'en parle pas maintenant, mais que tout ça, ce sont de bons investissements. Et non pas simplement des coûts, des contraintes, des difficultés nouvelles. C'est un bon choix stratégique de s'engager dans la RSE. Je développerai ça un petit peu plus tard si vous voulez. Mais donc voilà, c'est une période de forte accélération, avec toutefois, et je tiens quand même à le dire aussi, un énorme chemin qui est devant nous. C'est-à-dire que si on fait un petit peu le bilan à ce jour des entreprises qui sont engagées de manière réelle et sérieuse dans la transition écologique, bien sûr, ici, je parle des PME, des TPE et des ETI. Je ne parle pas des grands groupes. Vous pouvez considérer que vous avez quelque chose qui ressemble à 1% des entreprises qui ont une démarche aussi mature que celle de Yves et de Laetitia en France, donc c'est pas beaucoup. Vous en avez 30% qui ont une démarche de responsabilité sociétale ou de transition écologique qui peut être considérée comme significative. Voilà, c'est-à-dire les choses qui sont faites sont des choses sérieuses, à peu près une trentaine de pourcents. Et puis vous avez 70% des entreprises qui sont encore en train de réfléchir, de découvrir, de commencer à s'engager. Simplement, on est passé en l'espace de 2-3 ans de quelques pourcents d'entreprises engagées de façon sérieuse à 30%. Et donc l'accélération dont je parlais, effectivement, elle est toute récente. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour démarrer cet échange. Merci Alan, je crois que vous avez été très clairs tous les trois sur la nécessité d'agir. La question maintenant, c'est bien sûr comment on fait, comment on s'y prend. Peut-être Laetitia, vous pouvez commencer et nous expliquer comment vous êtes attelée au sujet au sein d'un grand groupe comme Veralia.
D'abord, je rebondis sur ce que vient de dire Alan, parce qu'effectivement, c'est tout à fait vrai. Et c'est un engagement qui, pour notre part, est vraiment un engagement sincère. Ce n'est pas une volonté de répondre à d'éventuelles contraintes, enfin des contraintes qui sont là de toute façon et qui sont de plus en plus fortes. Et ça a été très fortement poussé, forcément par notre CEO et par tous les collaborateurs qui sont extrêmement motivés et mobilisés dans l'aventure. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord. Donc la démarche pour nous, ça a été très clair. Il fallait qu'on commence à mesurer, donc qu'on ait une idée très claire de notre bilan carbone. Donc on mesurait déjà les émissions de CO2 de scope 1, donc les émissions directes de nos usines, les émissions de scope 2, c'est-à-dire les émissions indirectes liées à l'électricité utilisée par nos sites. Et on a mesuré en 2019 les émissions de scope 3, c'est-à-dire toutes les autres émissions indirectes. C'était hyper important pour nous d'avoir ce bilan complet parce qu'à partir d'une mesure et d'un bilan complet, on peut définir les objectifs sur lesquels s'engager. Et ensuite, on a choisi de s'appuyer sur une référence qui est internationalement reconnue, qui est l'initiative Science Based Targets, et de se positionner sur la trajectoire well below 2 degrés. Donc, ça correspond à prendre des engagements qui répondent à ce que définissaient l'accord de Paris, c'est-à-dire well below 2 degrés, c'est limiter la hausse des températures nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Donc, nous, on s'est engagé là-dessus. Et donc, avec l'initiative Science Based Target, on a travaillé nos objectifs de réduction. Et donc, on a défini une réduction des émissions de CO2 à moins 27,5% de CO2 de scope 1 et 2 de 2019 à 2030. Donc, c'est un objectif qui vient d'être signé par la Science Based Target Initiative le 1er mars, donc c'est tout récent, on est très contents. Et donc, cet engagement, forcément, il a été vraiment travaillé par toutes les équipes, notamment les équipes industrielles, techniques, R&D et achats, de manière à ce qu'au-delà d'un engagement défini et signé, on ait le plan d'action qui nous permette de faire une réalité de cet engagement. Donc, on a défini ensuite un plan d'action. Le plan d'action, il est défini de 2019 à 2030. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un plan d'action qui est réaliste parce qu'il se base sur des choses que nous savons faire. Donc, on a identifié 3 piliers majeurs pour réduire ces émissions de CO2. Le premier pilier, c'est les matières premières, avec la volonté d'introduire de plus en plus de matières premières recyclées dans nos productions, donc de verre recyclé, ce qu'on appelle chez nous le calcin, c'est-à-dire le verre collecté qui est ensuite recyclé et réintroduit dans nos productions. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à 49% d'intégration de verre recyclé dans nos productions et l'objectif à 2025 est de monter de 10 points et donc d'être à 59% d'introduction, ce qui va permettre de vraiment réduire les émissions de CO2 à 2 niveaux parce que déjà l'énergie nécessaire à la fusion du calcin est moindre, donc la consommation énergétique sera moindre. Et en plus, le calcin n'émet pas de CO2 lors de la fusion. Donc, on a vraiment 2 avantages à ça. Ensuite, on a bien sûr travaillé sur les sites industriels avec une diminution de la consommation d'énergie. Bon, bien sûr, en améliorant les fours qui sont responsables de beaucoup d'émissions de CO2. La fusion, on le sait, c'est le poste majeur chez nous. Donc, déjà en améliorant nos fours et en introduisant aussi l'intelligence augmentée, ce qui permet d'optimiser vraiment l'usage. Et ensuite, le troisième levier, qui est un levier dont vous avez déjà parlé, c'est les énergies renouvelables. Parce que bien entendu, nous, notre objectif, c'est d'augmenter l'intégration des énergies renouvelables ou bas carbone. Et donc, l'objectif, c'est de doubler nos énergies renouvelables ou bas carbone à 2025 et d'atteindre 60% d'énergie renouvelable ou bas carbone. Donc voilà, ça, c'est un engagement qui est pris et qui est concrétisé par une feuille de route très claire 2019-2030. Bien sûr, l'idée n'étant pas de s'arrêter à 2030. En 2030, il y aura un nouveau palier à monter, mais il y aura d'ici là des innovations de rupture et d'autres travaux qui permettront d'augmenter encore notre capacité à réduire les émissions de CO2. Très clair. Voilà la démarche résumée. D'accord, si je comprends, on fait un bilan, on se fixe un objectif et on décline en plan d'action. Yves, de votre côté, vous m'aviez notamment parlé d'avoir eu, en tant que dirigeant, au départ, vraiment le besoin de vous former et également d'échanger avec vos pairs et pourquoi pas aussi avec vos clients pour travailler ensemble à cette transition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous y êtes pris pour entamer la transition de votre entreprise ? Yves, on ne vous entend plus. Oui, je reviendrai aussi très rapidement sur les propos d'Alan. Aujourd'hui, et déjà depuis quelques années, nous sommes convaincus qu'il ne suffit pas d'être fréquentable, d'avoir une mission, de créer une fondation
pour se développer. C'est-à-dire que tout est lié, tout se confond, tout se confaude, c'est-à-dire que on est là sur un nouveau modèle économique. Et ce nouveau modèle économique, on ne l'a pas inventé. J'ai fait une étude quand je suis arrivé aux Fonderies de Souglan en 2013 et je me suis aperçu que ce métier était en perdition pour différentes raisons. Parce que ce n'est pas un métier sexy, parce que énormément de production partait à l'étranger. Et j'ai bâti le modèle sur lequel nous développons aujourd'hui notre métier d'offreur de solutions avant d'être manufacturier avec mes clients. C'est-à-dire, de quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous voulez que vos pièces durent plus longtemps? Est-ce que vous voulez qu'elles soient moins lourdes? Est-ce que vous voulez qu'elles coûtent moins cher? Etc. Et au lieu de sortir des pièces standards, je répète, sur lesquelles nous avons peu de chance, de toute façon, au bout d'un moment, on est rattrapé, la seule solution, faire autrement. Et faire autrement, c'est le faire en écoutant avant tout. Donc, par cette approche, par ce nouveau modèle, nous permettons aussi à nos clients, eh bien, écoutez, d'être les meilleurs sur leur marché, de pouvoir être plus compétitifs. Il est très clair que quand on peut fournir une pièce, notamment, qui va durer plus longtemps, on imagine les gains en maintenance, en productivité, en accident, etc. On est loin de la vertu. On est clairement dans l'économique. Et quand vous dites ça à un client, et à un talent, parce que je crois que c'est une question peut-être que vous me poserez, mais pour attirer aujourd'hui les clients et les talents, on n'a pas besoin de forcer le jeu, hein. On n'a pas besoin de faire des études marketing par les plus grands cabinets. Il suffit d'être ce que l'on est et de bien sûr quand même communiquer sur ce que l'on est. Donc voilà, en fait, des exemples, je pourrais vous en citer, je vous ai cité l'exemple des barreaux, mais on a monté un projet qui s'appelle Pilote, projet pour le développement d'acier résistance élevée à haute température. Il pourra s'appliquer pour les freins de TGV, il pourra s'appliquer, d'ailleurs c'est en cours, pour les moteurs de bateaux. On travaille beaucoup en construction navale. Eh bien, très clairement, on demande aux clients ce qu'ils souhaitent. Quelles sont leurs contraintes? Ils peuvent avoir des contraintes de corrosion, ils peuvent avoir des contraintes de mécanique. Et c'est sur ce principe que derrière, nous allons concevoir, grâce à notre département R&D, la bonne composition métallurgique qui va permettre de répondre à leurs attentes, de répondre à leurs besoins. Et ce faisant, on va aussi récupérer les pièces usagées pour les refondre. Et ça, par contre, on le fait déjà depuis très longtemps. Dans les fonderies, si vous voulez, l'économie circulaire est pratiquée depuis très longtemps. Ce qui est différent chez nous, c'est que vraiment, notre modèle économique est vraiment basé sur l'innovation, mais sur l'innovation vertueuse. Et vertueuse, pas pour faire joli, parce qu'on applique clairement un nouveau modèle économique autour de l'innovation, la transition énergétique et écologique. Merci. Je comprends qu'effectivement, cette innovation au service de la transition, c'est bien le cœur de la transition de l'entreprise. Alan, est-ce que vous pourriez donner aux dirigeants qui nous écoutent ce matin peut-être les trois premières choses par lesquelles il faut commencer pour bien démarrer sa transition, peut-être trois actions concrètes qui mettent sur les rails et qui permettent de bien se lancer? Oui, avec plaisir. Alors, je vais commencer par indiquer un point qui est à mes yeux très important, c'est que finalement, on est dans une vision très, très systémique de l'entreprise et qu'on ne peut pas isoler la transition écologique du concept de responsabilité sociétale au sens large. C'est-à-dire que pour qu'une démarche de cette nature fonctionne bien, et là on en a deux très beaux témoignages, il faut un engagement de toutes et de tous. Et l'engagement en question va concerner la façon d'agir en général dans l'entreprise, pas simplement sur les questions environnementales. Donc ça veut dire que c'est l'éthique et le respect appliqués aux affaires dans le domaine de la relation client, dans le domaine de la relation fournisseur, dans le domaine de la relation avec les salariés et bien sûr dans la protection de l'environnement. Donc vous voyez, c'est une approche très systémique. Du coup, si on se demande par voie de conséquence
Par quoi il faut commencer pour réussir sa transition écologique? Je commencerai par dire, bien se documenter sur ce qu'on entend par responsabilité sociétale globale des entreprises. Et puis, première étape et première décision à prendre, vérifier la bonne conformité réglementaire. Voilà. C'est juste impossible de se considérer comme une entreprise responsable si on a des infractions réglementaires. Et donc, les questions réglementaires sont, alors bien sûr, le droit des affaires et le droit social et le droit environnemental en France est assez océanique. Donc, mais regardez les gros morceaux. Voilà. Hein. Nous, quand on fait des évaluations de ce type-là, il nous arrive de rentrer dans les entreprises et puis de voir qu'il y a une grosse non-conformité sur la réglementation incendie, par exemple. Et donc, vous voyez, dans l'inconscient collectif du capital humain de l'entreprise, s'il y a des choses comme ça qui clochent, ça donne le sentiment que la démarche n'est pas totalement aboutie. Donc, premièrement, une vérification de conformité réglementaire me paraît être le point de départ. Voilà. Ensuite, vous avez une deuxième action qui semble également s'imposer d'elle-même, c'est au titre de la transition écologique, c'est de faire son bilan carbone. Voilà, on ne sait gérer que ce que l'on sait mesurer. Et donc, tant qu'on ne sait pas quelle est la quantité d'émissions annuelles, quels sont les grands postes d'émissions, scope 1, scope 2, scope 3, on fait de la littérature. Donc la deuxième chose me semble être effectivement de faire son bilan carbone et d'enclencher, comme vous l'avez fait chez Veralia et aux fonderies de Soublan, un plan d'action qui est adossé à un premier constat de mesure des émissions et de trouver la façon de les réduire. Et puis ensuite, de façon, je dirais, très large avec les collaborateurs, mais aussi avec les clients, comme vous l'avez dit, et puis avec le territoire, pourquoi pas, et avec les fournisseurs, construire le plan d'action avec une logique qui est une logique de long terme. Hein. On ne met pas en place une démarche significative de réduction de ces impacts en quelques semaines. Il faut se fixer, et vous en avez là de nouveau des témoignages, des objectifs à 5 ans et même à 10 ans, parce que ça transforme l'entreprise, ça modifie son ADN, et donc on ne peut pas faire autrement. Ça prend du temps. Voilà. Merci. Merci Alan. Alors peut-être un frein qui pourrait encore ralentir certains ou une inquiétude, c'est le coût de cette transition. Ça représente des investissements qui peuvent être importants. On l'a vu tout au long de la matinée. On a parlé de rénovation énergétique des bâtiments. On a parlé de renouveler sa flotte de véhicules. Laetitia, côté Veralia, j'imagine que tout cela, votre plan d'action s'est traduit par un plan concret d'investissement. Comment on en parle finalement avec son banquier ou avec ses actionnaires, et est-ce qu'on peut déjà aussi parler de rentabilité de ces investissements, de retour sur investissement? Alors déjà, forcément, un plan d'action comme celui qu'on a défini sur la période 2019 à 2030, il s'accompagne pour accélérer notre objectif de réduction d'investissement, c'est nécessaire. Donc nous, on a annoncé une enveloppe de 220 millions d'euros sur les années à venir pour justement répondre à cette urgence climatique et faire les investissements nécessaires. Et on a vraiment ce côté, un retour sur investissement qui est accepté à beaucoup plus long terme que ce que ce n'était le cas il y a quelques années auparavant. Donc vraiment, on accepte de faire des choix en fonction de justement cette logique. Et nous, c'est intégré complètement à notre stratégie, donc de toute façon, et à notre raison d'être. Donc les investissements viennent en même temps. Et nous, on a présenté notre feuille de route, notre stratégie ESG et notre feuille de route aux investisseurs fin janvier. Donc, ils ont vraiment apprécié justement cette transparence dans notre plan d'action, cet engagement et cette ambition qu'on a noté, et aussi le fait qu'elle soit réaliste, c'est-à-dire qu'on s'appuie vraiment sur des choses qu'on sait faire aujourd'hui. Donc, en fait, on n'a pas un plan d'ambition un plan qui est déconnecté des réalités. On s'est engagé, on va atteindre ces objectifs qui sont ambitieux et ensuite on va poursuivre. Donc pour nous, les investissements sont de toute façon nécessaires et les investisseurs les acceptent comme ça parce qu'aujourd'hui, tous les investisseurs demandent de toute façon à investir dans des groupes responsables, donc ils savent qu'il y a des investissements qui sont nécessaires aussi. Et on sait qu'il y a une rentabilité directe aussi du point de vue de nos clients
Parce que les clients aujourd'hui font clairement le choix de groupes qui prennent des engagements forts en matière de réduction d'émissions de CO2. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de réduire leurs émissions de CO2, donc il faut impérativement qu'on soit à la hauteur. D'accord. Donc pour nous, les investisseurs, oui. Pardon, vous avez la sensation que c'est une demande croissante des investisseurs aujourd'hui, une prise en compte beaucoup plus forte sur les années qui viennent sur ces sujets? Ah oui, c'est évident. C'est vraiment évident. On a reçu un très fort intérêt et puis ensuite des retours justement sur le fait de nos objectifs, nos ambitions. J'ai bien aimé ce qu'Alan disait quand il disait que c'était une approche vraiment holistique, globale, etc. Il faut vraiment prendre en compte le E, le S et le G, donc environnemental, sociétal et gouvernance. Effectivement, ça, les investisseurs l'ont noté aussi. Et donc, oui, on voit qu'ils font très, très attention à ce qu'on a comme engagement et le côté réaliste, les indicateurs chiffrés aussi, précis, chiffrés, et un plan d'action qui soit clairement défini. Donc, nous, on informera de façon très régulièrement sur nos plans d'action, l'avancée de nos engagements. Et voilà. On a eu un article dans Investir d'ailleurs le 27 mars là, sur Verallia et sur le bien fondé de l'investissement Verallia. D'accord, très intéressant. De votre côté, Yves, vous avez constaté également énormément de bénéfices au sens large, hein, et pas uniquement directement financiers. Je pense notamment pour attirer des talents, vous l'avez évoqué, ou également parce que finalement, c'est cette démarche de transition qui vous a apporté de nouveaux clients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. 2020, il y a 80 sociétés, on est une PMI, hein, on a un peu plus de 300 clients, 80 sociétés qui nous ont contactés qu'on ne connaissait pas en 2019. Depuis le début de cette année, on en est à 35. Et à chaque fois qu'on pose la question, on est allé sur votre site, on a vu que vous étiez complètement sur un modèle économique innovant et protégeant la planète. Donc, on n'a aucun commerciaux. Hein. Et aujourd'hui, on a une croissance qui est en train de s'accélérer. Alors, on ne prend pas toutes les affaires, puisque, bien entendu, on est dans la démarche de notre modèle et on propose, non pas à de futurs clients de répondre de façon basique à ce qu'ils demandent, mais on va mettre autour de la table aujourd'hui, j'ai une chercheuse, un ingénieur environnement, un ingénieur amélioration continue. Eh bien, vous êtes avec cette équipe, l'ingénieur qualité, ils se mettent avec nos clients et on leur trouve les fameuses solutions dont je vous ai parlé. Deuxième point, combien coûte le recrutement d'un ingénieur? Et bien moi, ça me coûte 0. Parce que les ingénieurs, même si je suis sur un territoire qui n'est pas forcément comme beaucoup de territoires en France, sur un territoire un peu en difficulté, eh bien, les talents nous rejoignent. Les talents nous rejoignent, pourquoi? Parce qu'on est une entreprise fréquentable. Et là, une fois de plus, ce n'est pas uniquement dans les mots. Ils le voient bien dans ce que l'on fait. Ça commence à avoir une résonance assez forte au niveau de nos confrères sur le plan national. Donc, ils préfèrent venir chez nous que d'aller dans certains grands groupes pour pouvoir valoriser et développer leurs talents. Donc, vous voyez, je suis resté à la fois sur la partie commerciale et sur la partie montée en compétences. Mais il est bien évident aussi que tout ce que l'on avait comme outil de production, avec notamment, j'entendais Laetitia parler de fours, mais nous aussi on a des fours, on ne les utilise pas pour les mêmes raisons, mais donc obligatoirement chaleur fatale, obligatoirement économie possible, et bien grâce à des outils, et notamment des outils numériques, on a pu améliorer et on améliore chaque jour. C'est pour ça qu'il y a un ingénieur aujourd'hui qui ne fait que ça chez nous. Hein. Et pourtant, on a une petite... c'est amélioration des conditions de travail et amélioration des outils de production pour gagner en consommation. Et bien souvent, ça a un impact très fort sur la consommation et sur l'impact carbone. Mmh. Donc, oui, on fait des économies. Pardon Yves, excusez-moi, je vous ai coupé. Donc, on fait des économies.
des économies supplémentaires. Laetitia, je me disais peut-être que vous voulez rebondir sur le sujet de l'attractivité des talents dans les grands groupes dont Yves parlait. Oui, non, mais je suis assez d'accord. Ce qui est assez marrant, c'est que les nouvelles générations, de toute façon, sont très, très intéressées et très impactées par l'engagement d'une entreprise sur tout ce type de sujet. Donc, nous, c'est des questions qui reviennent maintenant très fréquemment au niveau des RH sur l'engagement Veralia. Les gens ont généralement regardé notre déclaration de performance extra-financière qui est en ligne et donc se sont bien documentés et sont très, très attachés effectivement à travailler pour une entreprise qui s'engage dans une vision, dans un avenir plus durable. Donc c'est clairement, clairement un constat depuis quelque temps. Et nous, la transparence est clé. Donc effectivement, l'attractivité des talents, elle est liée à ce fait aussi qu'on déclare vraiment ce qu'on fait et là où on veut aller et qu'on est dans cet objectif de transparence totale. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a deux points de vue. Il y a peut-être le grand groupe qui va être plus scruté, c'est-à-dire que les gens vont se renseigner avant pour voir effectivement si ce n'est pas du greenwashing ou pour mesurer l'engagement. Et puis le côté entreprise plus petite qui va peut-être avoir du mal à attirer, de par son métier, sa situation géographique ou d'autres choses, et y trouve finalement une attractivité plus grande. Et du coup, on voit que ça répond à pas mal finalement d'enjeux auxquels vous pouvez être confrontés. Hein. Peut-être, Alan, vous pourriez effectivement nous expliquer le lien entre transition écologique énergétique et performance économique de l'entreprise. Vous avez mené depuis de nombreuses années des travaux sur ce sujet. Alors, avec grand plaisir, et je vais confirmer que c'est le point le plus important. Après, à la limite, je pourrais me taire. Je vais confirmer que c'est rentable. Voilà, c'est rentable de s'engager dans ce genre de démarche. Alors, petit retour en arrière, quand j'ai créé Goodwill il y a 18 ans, je sortais d'une activité dirigeant d'un groupe coté en bourse avec une très bonne connaissance en finance, et j'ai découvert un univers effectivement qui ne connaissait pas très bien ou pas du tout la finance. C'est-à-dire que les conseillers en développement durable dans les années 2000 avaient des approches écologiques, ce qui était indispensable, réglementaire ou normative, ce qui est très bien aussi, mais quand il s'agissait de parler de création de richesse, il n'y avait plus personne. Je me suis dit, mais avec ça, pour convaincre des dirigeants, ça ne va pas marcher. Et du coup, j'ai voulu effectivement mettre en évidence la relation entre la performance économique de l'entreprise et son engagement dans la responsabilité sociétale ou dans la transition écologique. Alors, on a fait, en 18 ans, on a fait des centaines de bilans dans tous les sens, voilà, pour regarder ce que coûte et ce que rapporte la RSE, et ce que coûte et ce que rapporte la politique environnementale de l'entreprise. Alors, je ne vais bien évidemment pas pouvoir vous citer tous les résultats obtenus, mais croyez-moi sur parole, voilà, ces bilans montrent que la RSE est rentable, montrent que la transition écologique est rentable, avec des aspects qui sont des aspects indirects, parfois tout à fait surprenants. Yves parlait tout à l'heure effectivement du coût de recrutement d'un ingénieur, du coût de remplacement d'un salarié à son poste. Ça fait partie des sujets sur lesquels on a fait des calculs. On a calculé la rentabilité de la mise en place d'une politique ISO 14001. On a calculé la rentabilité d'investissement dans le domaine de la gestion des déchets. On a montré que l'économie circulaire était rentable, etc., etc. Et puis, si vous voulez, nous, on a fait des études à cet égard qui sont des études analyse coût-bénéfice au sein d'une entreprise qui nous confiait l'établissement de son bilan économique de sa démarche de transition énergétique et écologique. Et donc, à chaque fois, on faisait le bilan. Mais il y a une étude qui a été réalisée par France Stratégie sur, je crois que me souvenir, 5000 entreprises, avec une tentative de corrélation statistique entre, d'un côté, la maturité ESG ou RSE, tout ça c'est des synonymes de l'entreprise, et puis de l'autre côté, son niveau de performance économique, sa rentabilité. Et de nouveau,
on trouve exactement le même résultat, c'est-à-dire que globalement, les entreprises plus responsables sont plus solides sur le plan financier, donc ont une meilleure santé financière et ont un meilleur niveau de rentabilité. Donc on pourrait conclure, si vous voulez, que si vous ne le faites pas pour des raisons éthiques, faites-le pour des raisons économiques. C'est un très bon investissement. Je terminerai en donnant un autre élément de réflexion qui reboucle sur la phase d'accélération dont on a parlé tout à l'heure. Finalement, dans le processus de création de valeur, qui est le leitmotiv naturel de toute entreprise, puisque si on n'arrive pas à créer de la richesse, on disparaît, vous avez deux concepts qui cohabitent. Vous avez le concept de la maîtrise des coûts et donc de la recherche d'économies. Et ça, c'est les économistes classiques qui vous disent effectivement que la valeur, c'est du travail. Donc, si on arrive à optimiser le travail, à optimiser les dépenses, à optimiser les achats de matières premières, etc., on crée de la valeur. Et puis, vous avez un deuxième concept qui cohabite dans la création de valeur, c'est la loi de l'offre et de la demande. Bien. Et donc, s'il y a une demande qui est forte, effectivement, il y a une valeur qui se crée. Pendant des années, sur la question de la RSE, il n'y avait pas beaucoup de demandes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans les années 2000, 2010, 2015, quelle est la demande des entreprises pour la RSE et des partenaires de l'entreprise? Bon, objectivement, elle était faible. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on démontrait la performance économique de la RSE par une logique de maîtrise des coûts. Et on arrivait à montrer que la chasse au gaspillage, qui fait bon ménage avec la transition écologique, c'est rentable. Maintenant, on est dans une période nouvelle, qui est une période où il y a une demande qui est apparue fortement. Un petit indicateur, la taille de la communauté Lucie a doublé en 2 ans. Vous voyez? Donc l'accélération, elle est là et vous en avez donné plein d'autres exemples. À partir du moment où il y a effectivement une loi de l'offre et de la demande qui se réveille sur les questions de responsabilité sociétale, celui qui ne s'y engage pas, il a perdu. Parce qu'il y a une demande pour des entreprises plus responsables qui s'engagent et qui font des investissements dans ce domaine-là, et c'est celles-là qui sont rentables. Et puis celles qui ne font rien ne le seront plus, vous voyez? Et donc en fait, on a, par quelques bouts qu'on prenne le sujet, et par quelques bilans qu'on ait pu réaliser en une vingtaine d'années, nous avons clairement et objectivement démontré avec des chiffres et avec des euros à la clé que la transition écologique, c'était rentable. Merci, Alan. Peut-être, Laetitia, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil à donner à un dirigeant qui hésite encore à se lancer ou qui débute dans sa transition, une phrase pour conclure cette table ronde? Moi, je trouve que Alan a parfaitement résumé la logique. En fait, je vois pas comment aujourd'hui on pourra encore se poser la question. Et surtout quand on sait que ça cohabite de manière très positive, la cohabitation entre l'éthique et l'économique et la rentabilité de l'entreprise. Je pense que l'urgence climatique, tout le monde est au courant. Je pense que c'est important d'agir maintenant. Il y a un virage à faire désormais. Et ce que vient de nous présenter Alan est pour moi extrêmement fort. Alors pour moi, il n'y a plus de bénéfice secondaire, c'est-à-dire que c'est du bénéfice tout court. Hein. Ce qu'on a pu imaginer comme étant, comme l'a dit Alain tout à l'heure, ça fait bien, ça fait fréquentable. Non, ça fait du bénéfice. C'est clair, tout est lié. Je pense qu'aujourd'hui, pour assurer sa pérennité et son développement, le côté systémique dont parlait aussi Alan, l'innovation, la transition énergétique et écologique, le collectif, le collaboratif, le territoire, le Made in France et Europe, bien entendu, mais tout est lié et l'ensemble de l'entreprise doit être mobilisé autour de ces nouveaux projets, ces nouveaux modèles économiques qui font que notre pérennité et notre développement seront assurés. Super, merci à tous les trois. Vous avez été très clairs. Je comprends avec tout ce que vous veniez de nous dire, finalement, que ce n'est pas uniquement un sujet de financement, d'investissement ou de business plan vert, mais c'est bien tout un ensemble d'actions qui conduisent à une transformation dans la façon dont on
pense son business et qui sera gage d'une bonne transition. Il est bientôt l'heure de nous quitter et de vous laisser rejoindre le buffet que vous vous êtes peut-être préparé à la maison, parce que malheureusement, en digital, on a perdu ça. En tout cas, un très, très grand merci à tous les trois pour votre participation. Le jour n'est pas terminé, hein, donc après votre buffet, vous revenez à 14 h pour la suite de cette journée avec le grand live Acte E. À très, très vite. Merci. Merci. Merci à tous les trois. Merci Clotilde, à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.